du mémorial de la Shoah. Monsieur Serge Molikov, président de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Dépôt de gerbe des associations. Dépôt de gerbe de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Dépôt de gerbe de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. במרומים המצי מנוחו נכוינו על כנפי השכינו במעלוס קדושים במעלוס קדושים קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאיר
ומזהים נשמוס אחינו בני ישראל הקדושים והטהורים שנהרגו בידי הרוצחים ונשפך דמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, סוביבור, חמלנו ובשאר מחנוס השמד באירופה שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ונקברו חיים וכל מיתוס משונוס ואכזריוס על קדושס השם בעבור שאנחנו מתפללים בעד אזכורס נשמוסו לא כן בעלו רחמים יסתירם וששכן עופוב לעולמים ויצרור בצרור החיים אס נשמוסו ויצרור בצרור החיים אס נשמוסו ויצרור בצרור החיים ויצרור בצרור החיים אס נשמוסו אדוני נחלוסו וינוחו על משכבם בשלום ונאמר אמן. קדיש. יסגדל ויסקדש שמי רבו ביולמו דיברו חירוסי וימליך מלכוסי וחייכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל בעגולו בזמן קוריב ואמרו אמן. יהי שמי רבו מבורך לעולם לעולמי עולמיו יסבורך וישתבח ויספוח ויסחומם ויסנשא ויסדור ויסעלה ויסלול שמי לקודשו בריחו לאלו מן כל ביחוסו ושירוסו תשבחוסו ונחמוסו דאמירון בעולמו ואמרו אמן. יהי שלמה רבו מן שמיו וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומוב הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
C'est la moindre des choses. Des juifs résistants, que les juifs n'ont pas été que des objets transportés par les bourreaux, mais qu'ils ont été aussi des acteurs de leur propre histoire, qui se sont cachés, qu'ils ont résisté. Et donc voilà, c'est de montrer la diversité dans ce pays très compliqué pendant la guerre, où l'antisémitisme était porté haut et fort par un gouvernement, mais où la population française, à partir de 1942, a vraiment apporté son aide au sauvetage d'une population juive qui a aussi fait ce qu'il fallait pour s'en sortir ou pour cacher les enfants. Donc c'est vrai que pour l'histoire de la population juive qui vivait en France pendant la guerre, ce qu'ils ont le plus partagé finalement, c'est le sauvetage, plus que la déportation. Et c'est important de le rappeler parce que d'abord, on a cet hommage qu'on doit au Juste de France. Et puis aussi, c'est cette particularité qu'on a par rapport à d'autres pays, comme la Hollande, où c'est 75% des Juifs qui ont été déportés, ou la Pologne, plus de 90% des Juifs qui ont été déportés. Donc 25% des Juifs déportés de France, c'est énorme, mais néanmoins, ça permet aussi de comprendre l'évolution de la population française entre 1940 et 1944. Alors c'est vrai que cette année, c'est une année un peu particulière parce que on va commémorer le 80e anniversaire des rafles de l'année 41. C'est les premières rafles qui vont frapper les hommes juifs à Paris particulièrement.
La rafle du 14 mai, mais c'est aussi la rafle du 20 août. Mais on est dans des rafles qui sont dédiées à l'internement pour des raisons raciales. On va exclure les Juifs de la société française. Et à partir de 1942, on est dans une autre logique, puisqu'entre-temps, la décision de la solution finale a été prise. Et donc, on est dans une logique de déportation. C'est ça qui va changer véritablement la donne. Et c'est ce qui fait qu'il y a sur le mur des noms d'hommes, de femmes et d'enfants, puisqu'à partir de 1942, on bascule dans un génocide européen. Le sort des Juifs de France va rejoindre le sort des Juifs de toute l'Europe. C'est bien d'avoir montré cette diversité de situations dans notre pays. Voilà, puis c'est vrai que comme nous on est un centre d'archives, c'est vrai que c'est très important pour nous aussi de faire en sorte que ces archives soient mises à la disposition du public, qu'elles ne restent pas uniquement pour les chercheurs, mais que ça soit vraiment des outils aussi pour parler de cette histoire et la transmettre. Parce qu'aujourd'hui c'est ça qui est important pour nous aussi. Vous le savez. Voilà. Plus que jamais. Voilà. Alors nous, on a deux expositions qui sont prêtes, qui vont ouvrir le jour où on aura le droit d'ouvrir. On a une exposition qui est à Drancy sur le génocide que nous avions préparée en vue de la commémoration. Et puis on a une nouvelle exposition à Paris qui est sur les homosexuels et les lesbiennes sous le Troisième Reich, qui est prête aussi, qui ouvrira dès que nous serons autorisés à ouvrir et qui sera un événement parce que c'est une grande exposition et je crois que c'est la première fois d'après ce que nous avons comme information qui est dédiée à cette thématique homosexuelle et lesbienne sur le Troisième Reich. Mais on est très fiers de le faire au musée. On a été pionniers dans beaucoup, notamment dans la représentation de tous les autres génocides, Oui, c'est vrai. et notamment le génocide Des Tutsis. des Tutsis, le génocide indien, et même Les Herero et des Namas. Les Herero et des Namas, parce que personne ne s'intéresse aux Herero et des Namas, c'est des tribus en Namibie qui vivaient à moitié nues et qui ont été massacrées déjà par les Allemands au début du XXe siècle, et qui est considéré par les historiens comme le premier des génocides de l'histoire de l'humanité. Non, et ça, je trouve, c'est une des forces du mémorial, qui est aujourd'hui, je dirais, pour ainsi dire, le bras armé de l'éducation nationale, parce que plus de la moitié de notre budget est dédié à l'éducation et à la formation. Et nous pensons qu'à d'un point de vue pédagogique, de pouvoir à ce moment-là associer les autres génocides à la Shoah est pédagogiquement tout à fait important. Et le fait d'avoir le mur des noms des déportés ici et à l'extérieur le mur des justes, c'est une façon de montrer aux jeunes qu'il y avait vraiment une façon de résister. Donc c'est un endroit qui est vraiment aujourd'hui, je dirais vraiment un pilier de cette lutte contre non seulement le racisme, mais je dirais surtout pour pousser vers toutes ces contre les théories de l'intolérance. Je dirais que nous sommes vraiment le pilier contre l'intolérance en ce moment. Je crois qu'Anne, qui nous connaît bien. Je ne peux pas dire l'inverse, je suis vraiment... voilà. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir accroître vos activités avec l'autre bâtiment. Nous avons déménagé depuis quelques semaines, les bureaux sont en face. Et donc on va agrandir le mémorial. Vous allez l'agrandir. Pour ouvrir des surfaces publiques plus importantes à destination des publics. Et notamment, notre objectif est d'ouvrir une exposition permanente sur l'histoire des génocides, parce que c'est vraiment au cœur de notre travail aussi. Comme ça, on aura une exposition sur cette thématique de manière permanente. Et puis, c'est vrai qu'on pourra plus facilement travailler sur la question du racisme, des mots, des stéréotypes, des préjugés, qui précèdent les génocides. Vous avez raison, la marche qui conduit, la marche horrible, qui conduit au génocide est toujours la même. Ça commence par des mots. Effectivement, c'est important de
démontrer aux jeunes quel est ce mécanisme de bouc émissaire, on rentre vraiment... Et il faut démonter ce mécanisme. Et on voit bien qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment essentiel de montrer combien tout cela est funeste à l'arrivée. Je rejoins ce que disait Éric, c'est que le fait d'être aussi le lieu justement où on déconstruit tous ces processus génocidaires de tous les génocides du XXe siècle, c'est très très important parce que ça permet dans le message éducatif plus général vraiment de faire prendre conscience. Moi je l'ai vu en assistant ici avec vous à des échanges avec les jeunes et c'est vrai que le fait de parler de la Shoah, de parler de l'Arménie, de parler des Tutsis, c'est quelque chose qui, je crois, fait progresser et qui fait du mémorial, c'est un lieu unique, exceptionnel. C'est vraiment une référence, je pense, pour notre République, que de pouvoir s'appuyer sur ce lieu. Pour l'éducation, mais aussi pour la formation des policiers. Oui, dites un mot des formations que nous faisons. Je crois qu'il ne faut pas qu'on retarde. Moi, je ne sais pas où est mon temps. C'est tellement extraordinaire. Nous avons 2 minutes. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on a commencé traditionnellement par la formation des enseignants. Et petit à petit, finalement, on a évolué vers d'autres professions. D'abord pour des raisons historiques, la police, la gendarmerie. Mais finalement, avec la gendarmerie, on a fait un travail qui était aussi destiné à leur permettre de mieux appréhender certaines situations au quotidien qu'ils percevaient dans la rue ou en interne. Et donc on a commencé petit à petit à travailler sur la question des racismes, mais aussi comme outil managérial, pas simplement comme situation qu'on peut trouver à l'extérieur, mais aussi comme outil managérial, c'est-à-dire qu'on peut être confronté en interne dans son métier, dans sa profession à cela. Et donc on a continué à travailler avec les collectivités et par exemple avec les départements, on fait beaucoup de formation des agents des collectivités parce que si vous êtes agent bibliothécaire, vous êtes témoin d'un acte de racisme ou d'antisémitisme, il faut savoir dire quelque chose. Il ne faut pas être un spécialiste, mais il faut être capable de pouvoir intervenir. Et donc c'est vrai qu'on est là, on a une formation prévue avec l'École nationale de la magistrature. Certains diront que ça ne va pas leur faire de mal. C'est le rendez-vous d'après. C'est le moment, c'est ça. Alors, oui, et puis on a commencé il y a un mois en prison sur des formations et des interventions en prison. Donc, c'est vrai qu'on est une institution un peu atypique parce qu'on fait des choses que... Mais bon, on est des bons citoyens et on a envie que notre pays continue à être ce qu'il est. Et donc, tant qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice, on le fait, quoi. Bon, moi, je veux vraiment vous remercier parce que c'est essentiel. Et vous avez raison de ne pas cibler que la transmission à la jeunesse. Je pense qu'il faut cibler aussi la transmission à leurs parents, aux adultes, parce que la mémoire s'éloigne de certains faits et je reste persuadée que les gens des métiers, effectivement, en plus d'échanges avec le public, il faut vraiment avoir là aussi des attitudes adaptées. Donc bravo. De toute façon, chaque fois que je viens, vous me montrez. Je viens tous les ans et tous les ans, il y a des choses nouvelles. Comment allez-vous? Je vous apercevais du coin de l'œil, je ne vous ai pas salué. Je ne peux pas vous embrasser. Non, mais je sais que je suis vraiment désolée. Et vous? Ginette. Comment allez-vous? Oh oui, je suis sûre. Ça, j'en prends rien. Alors là, je vous ai vu dans des situations où je n'emploierai pas ce mot pour vous. Ça va bien? Ça va, on va aller. Tant qu'on est là, c'est qu'on veut bien, et puis on continue. Je suis contente de vous voir. Oui, je l'ai reçu il y a 3 jours. Je vous remercie. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais le lire. J'ai dit, elle a même le temps de l'écrire. C'est incroyable. C'est incroyable. Je l'ai reçu. Je vais vous faire un petit mot. Et le béret parisien que j'ai offert. On a reçu ça pour voilà, je leur ai fait des cadeaux. Elle est retournée à pied, le troisième le cherchait pour... C'est un béret avec parisien. l'escalade. Je t'en enverrai. Mais un béret rouge. Parce que moi j'ai des bérets landais, mais ce ne sont pas les mêmes. Mais tu vois, c'est fait en lien Ils sont quand même noirs, avec les les noirs. fabricants là-bas. Mais voilà. Alors, En plus, il fallait la baguette de pain, la bouteille de vin.
Elle est sur la photo. Oui, c'est vrai, j'ai une photo de Ginette et son béret et la baguette. Superbe. Oui. Merci. Très bien. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous voir. Ah, bah oui. Oh là là. Un instant. Regardez juste un instant pour voir ce qu'est la bureaucratie. Venez. C'est de voir. Voyons. Je suis resté confiné jusqu'au Bah oui, jeudi. c'est ça. Ouais. T'as rien eu, toi? Rien. C'est un peu ça. J'ai réussi à bosser à distance. Ouais, j'ai été coincé pendant 7 jours pour rien. J'ai du mal à imaginer. Pour vous? Et bien c'est parti alors. Mesdames, s'il vous plaît, on est parti. Gauche. Gauche. La première année de l'occupation, souvent qualifiée de calme, est en fait marquée par la mise en place par le commandement militaire allemand de tout un arsenal répressif pour lutter contre les premiers actes de résistance. Il repose surtout sur les jugements des tribunaux militaires des Feldkommandantur. Durant la première année d'occupation, un peu plus de 160 peines de mort sont prononcées et un quart exécutées. Si les personnes arrêtées sont internées en France, pour accroître l'effet dissuasif, près d'une centaine condamnées à des peines de détention sont également déportées dans une prison du Reich pour y purger leurs peines. Ce sont les premiers déportés de France. Les premières mesures d'exclusion des Juifs de France sont également rapidement prises, tant du côté allemand que français. Le maréchal Pétain promulgue le premier statut des Juifs dès le 3 octobre 1940.
La propagande antisémite se déchaîne. Le service des affaires juives de la Gestapo fait débuter sa politique d'internement de milliers de juifs de la zone occupée. La première rafle intervient à Paris dès le mois de mai 1941. Les juifs arrêtés sont internés à Beaune-la-Rolande et Pithiviers. L'invasion de l'URSS le 22 juin 1941 est l'un des grands tournants de la Seconde Guerre mondiale. En France, le Parti communiste s'engage dorénavant dans la lutte armée contre un occupant qui radicalise encore un peu plus sa politique répressive. Des otages, choisis parmi les détenus juifs et communistes, sont dorénavant fusillés ou déportés, depuis le camp de Compiègne, créé spécialement. Dès le début de 1942, des personnes arrêtées sont aussi classées dans la nouvelle procédure NN qui les déporte dans le plus grand secret. Le nombre des condamnations à mort augmente fortement. La résistance est criminalisée. 2 autres grandes rafles de juifs sont organisées en août et en décembre 1941. Les personnes arrêtées durant l'été sont internées dans le nouveau camp de Drancy, lieu central de l'internement des Juifs de France et point de départ de la plupart en déportation. En effet, le 11 juin 1942, à Berlin, dans les bureaux d'Adolf Eichmann, est décidé le début de la solution finale en Europe de l'Ouest. Les Juifs de France, de Belgique et de Hollande sont déportés en masse et la grande majorité est exterminée dès l'arrivée à Auschwitz-Birkenau. Vichy collabore à ce programme, en organisant la grande rafle du Veldiv à Paris, qui conduit notamment à l'arrestation de 4000 enfants, et en livrant les Juifs étrangers internés dans ces camps de zone sud, comme à Rivesaltes, Gurs ou Les Milles. L'hiver 1942-1943 est celui d'un nouveau tournant. En France occupée, les services policiers nazis, dont la fameuse Gestapo, ont pris les rênes de la répression. Le débarquement allié en Afrique du Nord, qui provoque l'invasion de la zone sud, leur permet d'agir partout en France et de traquer les groupes de résistance et une population accusée de leur venir en aide. L'intensification de la répression coïncide avec l'entrée de l'Allemagne en guerre totale, pour laquelle toutes les forces de travail disponibles doivent être mobilisées. Les victimes de la répression, désormais déportées massivement, deviennent dans les camps des esclaves corvéables jusqu'à la mort. Contre certains résistants considérés comme plus dangereux, les condamnations à mort, illustrées par le procès dit de l'affiche rouge et la poursuite de déportation ciblée NN, demeurent des armes répressives essentielles. Durant ces longs mois, la Gestapo poursuit son objectif d'exterminer les Juifs de France, hommes, femmes et enfants, français ou étrangers. Les convois s'enchaînent, suivant le rythme de la chasse aux Juifs, des rafles, comme en janvier 1943 à Marseille. En 1944, aidés par la milice et alors qu'un débarquement allié est attendu, les services allemands multiplient désormais les exécutions des résistants francs-tireurs et les massacres aveugles. Ils déportent toujours, jusqu'à la toute fin de l'occupation, jusqu'au bout. Un dernier convoi massif quitte Drancy le 31 juillet 1944. Le plus important transport de déportation part de Paris le 15 août. Un autre de Compiègne le 17. Plusieurs de villes de province jusqu'à l'automne 1944. De 1940 à 1944, en France, les déportations se sont succédées, multipliées, conduisant à la mort des dizaines de milliers de personnes. Elles furent la conséquence d'une répression féroce et de la volonté d'exterminer les Juifs d'Europe.
Monsieur le Président, bonjour. Bonjour messieurs. Voilà, donc bonjour Madame Dad. Au terme de cette marche silencieuse, de ce cortège qui vous a mené du mémorial de la Shoah, vous arrivez au mémorial des martyrs de la déportation, qui est un haut lieu de la mémoire nationale, qui est géré et qui appartient au ministère des Armées et qui est confié pour sa valorisation à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ce mémorial a été voulu par une association, c'est un monument national souhaité par une association à partir de 1953-1954 et qui va être inauguré en 1962 pour rejoindre les autres hauts lieux de mémoire nationale, voulus également pour le général de Gaulle, et qui vont raconter l'histoire que la Ve République souhaite dire de ce qu'ont été les engagements, les martyrs, les déportés de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque ce mémorial va être inauguré, on va évoquer le mémorial des 200 000 martyrs français de la déportation. Et si ce chiffre semble être une erreur historique, puisque la réalité de la déportation depuis la France est plutôt de 160 000 déportés, en réalité c'est aussi une volonté associative. C'est une volonté de dire que l'on va évoquer ici, dans ce mémorial, l'ensemble des déportations, dans ses spécificités, mais qu'on va créer un groupe commun de tous les déportés et leur rendre hommage dans ce mémorial. Vous allez voir qu'on va se diriger vers l'intérieur du square de l'Île-de-France et qu'on va descendre dans le mémorial. C'est un mémorial qu'on ne peut pas découvrir, dans lequel on doit entrer pour comprendre ce qu'a été la déportation et ce qu'a été le message voulu par les associations. Je vais vous inviter à me suivre et nous allons nous rendre sur le parvis.
l'avez ressenti, en traversant ce square et en descendant vers ce parvis, en fait, on entame un parcours qui commence par nous mettre dans un état de mal-être, de malaise. Lorsqu'on se tient ici, sur ce parvis, on a à la fois ce malaise, ce mal-être physique, ne serait-ce que parce que les pavés sont disjoints avec de nombreuses aspérités, mais c'est également un mal-être intellectuel. Nous avons quitté la vie, nous avons quitté la cité et nous nous retrouvons plongés au milieu de grands murs de béton où nous entendons la vie autour de nous, mais nous sommes totalement enfermés. C'est la volonté du réseau du souvenir lors de la création du mémorial et c'est la volonté que l'architecte choisi par le réseau du souvenir, Georges-Henri Pinguusson, va réussir à rendre dans cet espace. Cette notion d'enfermement, cette notion de malaise, de mal-être, et où finalement nous n'avons que deux échappatoires qui s'offrent à nous. D'un côté, la scène, fermée par cette grille, par cette herse qui nous est inaccessible, et de l'autre côté, la crypte, le cœur même du mémorial, où nous allons être confrontés aux mémoires de la déportation. Et pour entrer vers cette crypte, pour rejoindre cette lumière qui nous attire, qui va symboliser l'ensemble des déportés depuis la France, nous allons devoir traverser ces deux grands blocs monolithiques, un par un, et nous n'allons pas pouvoir entrer en cortège, mais c'est chacun individuellement qui se retrouve confronté à ce qu'a été l'horreur et l'enfer de la déportation. Je vais vous inviter à me suivre à l'intérieur de la crypte. Vous êtes désormais au corps même du mémorial. Dans cet espace où toujours cette association, le réseau du souvenir, a choisi de symboliser ce qui s'est passé pendant ces 4 et 5 années de guerre. Et lorsque vous êtes dans cette crypte, vous êtes happé par ce couloir du souvenir où ces petites diodes de verre symbolisent chacun l'un des individus qui a été déporté depuis la France. Cette crypte, c'est aussi un lieu extrêmement important, puisque ça montre la volonté de cette association de raconter une mémoire, et que le souvenir fasse monument. Lorsque vous vous retournez, vous voyez une inscription, « Pardonne, n'oublie pas », qui transcrit exactement ce qu'a été la volonté. Il faut se souvenir, il faut faire mémoire. Et d'une certaine manière, c'est aussi le premier pas vers la réconciliation franco-allemande. On pardonne, mais on n'oublie pas, et on transmettra aux autres générations. Vous avez dans cette crypte plusieurs types d'écriture, ces grands caractères en lettres dorées, et dans les transepts de cette crypte, des petits caractères en lettres rouge sang. Ces textes, ces extraits de textes reprennent finalement, à partir de 1970-1975, une nouvelle volonté du réseau du souvenir. À partir de 1970, c'est le moment où les premières thèses négationnistes reviennent à l'ordre du jour. C'est le moment où les premiers témoins de la déportation vont commencer à disparaître. C'est également le moment où, en Europe, les premiers mouvements politiques, les mêmes que ceux qui avaient apporté le Reich vers 1930-1933, vont de nouveau ressurgir. Et c'est à partir de ce moment-là que cette association décide finalement un petit peu, dans un caractère d'urgence, de graver un message mémorial qui soit plus qu'un simple lieu de recueillement. Et nous allons avoir des grands noms de la résistance, Vercors, des combattants, Saint-Exupéry, de la déportation, Desnos. Mais nous allons avoir aussi d'autres noms, d'autres intellectuels, d'autres philosophes qui n'ont pas de lien direct avec la Seconde Guerre mondiale, et notamment Jean-Paul Sartre. Mais c'est parce qu'en 1970-1975, lorsque l'on développe ce monument, lorsque l'on entre dans cette partie de transmission, on s'appuie sur l'élite intellectuelle de l'époque. Et que donc l'ensemble de la pensée française doit être représenté à ce moment-là. Et finalement, ce que le réseau du souvenir choisit de faire dans cette nouvelle scénographie des années 70, c'est exactement la mission qui nous est confiée aujourd'hui par le ministère des Armées. Transmettre, faire parler les témoins, porter la parole, de manière à ce que cette histoire ne soit plus jamais inconnue. Et je vais vous laisser désormais pouvoir vous recueillir quelques instants.
bien, Béatrice. Et vous? Et c'était 2 fois dans les inscriptions, parce que Vous n'avez pas dit que tu avais prévu des glaces? Les barrières et les cordes vont être hissées. Les 3 en même temps, Les 3 montez. Attends. C'est bon. Tu me dis quand? Vas-y. Attends. Transmission de la flamme du relais sacré à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Lecture du message commun des associations par M. Serge Volikov, président de la Fondation pour la mémoire de la déportation.
76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer. Ce que furent les camps d'extermination et de concentration nazis et l'horreur vécue par les millions d'êtres humains qui en furent victimes n'est pas une simple page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce qu'elle a de plus sacré. Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et en sous-hommes, leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d'extermination ou dans des camps de mort lente par un système qui niait leur appartenance à l'espèce humaine et s'employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l'esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Il nous faut aujourd'hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l'humanité au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques. Face à ces périls, l'espoir réside dans l'engagement de tous, et en particulier des jeunes générations, à l'exemple des déportés, au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les déportés, victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. Entends-tu le valoir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite.
Lecture d'un poème. J'ai oublié ton nom, ton visage, tes yeux. Je sais pourtant que nous étions à deux pour tirer le rouleau qui a écrasé les cendres, et que tu me parlais avec des mots très tendres de ton pays lointain, d'avenir, de beauté. J'ai oublié ta voix, ta langue et ton accent, compagne inconnue. Mais à travers le temps, je sens me réchauffant ta main, toujours présente. Quand il faisait si froid, quand glissant sur la pente, nous poussions à deux un si lourd wagonnet. J'ai oublié le jour, la semaine, l'année, quand à côté de moi tu fus soudain nommé et que tu m'as quitté, allant vers ton destin. Mais j'entendrai toujours en d'autres clairs matins les coups de feu claquer et se répercuter. Et j'ai oublié ta voix, ta prière et ton nom. Mais je sais que ta vie dont tu fis don à ta chère patrie et à l'humanité, n'a pas été perdue et n'est pas effacée. Qu'elle vit et revit dans la fraternité. Lily Anden, Ravensbrück.
Lecture d'un poème. De tant de morts, donnez-moi la mémoire. De tous ceux-là qui sont devenus cendres. D'une génération, donnez-moi la mémoire. Sa dernière fureur, sa dernière douleur. Des cheveux roussis par la flamme rouge. De la chair nue dans le feu de l'enfer. De tant de morts, donnez-moi la mémoire. Et donnez-moi, sacré, les mots vengeurs. Et les yeux par millions enfermés avec toi. Et la prière étouffée dans la bouche. De tant de morts, donnez-moi la mémoire. De la fournaise et des gibets et de l'horreur. Des mains par millions dans le vent me poursuivent, incendiant les nuits, les aubes effarées. De tant de morts, donnez-moi la mémoire. Que je ne puis avec des mots pleurer. Car muets sont les mots, comme les sables lorsqu'en eux le sang s'est glissé. De tant de morts, donnez-moi la mémoire, et leur souffle sur le chemin des suppliciés. Isaïe Spiegel, Auschwitz. Dépôt de gerbes des associations de déportés. Dépôt de gerbes des déportés. Salut, mes copains. Dépôt de gerbes par Monsieur Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris.
Dépôt de gerbe par Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes ces féroces soldats. Il a bien jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, armés au bataillon, marchons, marchons, cœur sans impur, abreuve nos sillons. Merci beaucoup. Mes respects, Madame la Ministre. Bernard Lebrun, je suis vice-président de l'UNADIF. Ah ben oui. Bah, écoutez, vous le remplacez. Vous êtes avantageusement, et vous transmettrez mes amitiés. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Et moi, Serge Jolikov, on se connaît. Je préside la fondation. Je suis Vous allez bien? Je vais bien. On essaye de développer aussi le partenariat avec le Conseil économique et social sur l'éducation, sur le racisme, sur l'information. Et donc le développer. Toujours actif. Oui, on essaye avec les chercheurs et avec les pédagogues. Oui, j'en connais d'autres pédagogues, j'en reconnais là. Voilà. Très bien. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci. Je vous redis bonjour. Je suis contente de vous voir. Bel sport. On s'était retrouvés pour la première fois au voyage, dans un voyage à Auschwitz. On avait parlé de Montmartre. Ça appartient à l'ancien. Je vous envoie un petit mot quand je l'ai lu. Je vous remercie beaucoup.
Voilà. Madame la ministre, je voulais vous remercier de nous avoir associés, les oubliés de la mémoire, à cette... vraiment, ça nous a touchés. Vraiment, voilà, c'est important. Vraiment très ému. C'est vrai, important que vous soyez là. En tout cas, merci de tout cœur. Bon, toujours bien. Oui, encore. C'est vu tout à l'heure. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Pas le droit de se plaindre. Vous êtes vacciné, j'espère. Comment? Vous êtes vacciné, ah oui, j'espère. Bonjour. Voilà, tout va bien. Bonjour, Bonjour. Jacques Palic, c'était à Bouquet-de-Val, à Ordrouf. Oui, comment allez-vous? De 43 à 45. Bon, ben c'est bien que vous soyez, là pour témoigner toujours. Madame la ministre, je suis un Breton. Ben, vous êtes venu de Bretagne, là? Comment? Vous êtes venu de Bretagne, là? Ah non, non. Non. Non, 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 je suis un exilé. Vous êtes un exilé à Paris? Ah ouais. Un Breton à Paris? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là et d'être fidèle à cette mémoire et à cette transmission. Merci beaucoup. Oui, on tient le coup. Mais on pense à nos copains aujourd'hui. Oui, je sais, oui. Ouais. J'imagine. Et ça, c'est important pour nous. Bonjour, chère madame. Merci. Bien, un peu mieux. Il faut protéger son corps, oui. l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de lassitude. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de lassitude, mais j'espère qu'on tout le monde est là. Les réunions, les cérémonies à l'automne, espérons. Oui. J'espère aussi. Bon, là, déjà, on a pu faire une cérémonie. L'an dernier, nous étions 3, Madame la maire de Paris. Oui, un peu plus il y avait un préfet et moi, je crois. Enfin, il y avait personne. Là, c'est bien que nous puissions être là ensemble. Merci beaucoup. Bonjour, Madame. Bonjour, je suis la présidente, vous avez l'honneur de la Fondation pour la Je vous ai déjà rencontré. Je vous ai déjà rencontré. Oui, j'ai déjà vu ça. Oui. Bah, écoutez, et on continue de faire des témoignages. Vraiment, vous êtes exceptionnel. Ah ben non, si, bah si. Notre mission, que, avec ma fille qui m'accompagne. Oui, je l'accompagne. Très bien. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Voilà, du fond du cœur. Merci. Vous avez toute mon admiration et tout mon respect. Merci beaucoup. Continuez à, merci à ceux qui continuent notre tâche et qui rendent mémoire vivante. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci de votre présence, monsieur Bernard. Merci beaucoup. Bon, vous êtes toujours là, je ne sais pas quoi vous dire. Président dominical de l'Union nationale de voter intermédiaire, maintenant pour le drapeau national de l'UNADIF. Très bien. Je cumule les mandats. Oui, vous cumulez les drapeaux. Ah oui. Mais c'est bien. Heureusement que vous êtes là, fidèle. Merci beaucoup. Parce que c'est important. De votre invitation. Voilà, merci beaucoup. Merci d'y avoir répondu. À bientôt, j'espère. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité dans toutes ces cérémonies. C'est pas la mode. Ça va, vous les surmontez? Carucci est très attaché. Bon, ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Président Bah oui, vous allez bien, chère madame? On essaie de faire aller. Bah, vous êtes toujours en pleine forme. Hein? On essaie. Oui, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de nous avoir invités malgré cette pandémie galopante. Oui. Mais bon. Écoutez, on est tous équipés. Ah oui, mais voilà. ça, on fait des sourires. Oui, parce qu'on va pas rater ça. On le voit dans les yeux. Allez, merci beaucoup en tout cas de votre présence. Je vous remercie. Hein, c'était important. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y aura la cérémonie du 8 mai peut-être. Oui. Ah d'accord. Alors je ne sais pas sous quelle forme encore. Ah oui. Ça, je ne sais pas quel va être le format, mais il va y avoir une cérémonie le 8 mai, ça c'est certain. Peut-être en modèle réduit. Voilà. On verra où on en est d'ici. Amical de Bergen-Belsen. Oui. Si je vous parlais régional. Non. Vous risquez. Si je suis élu, non, ça va être compliqué. Ça sera très compliqué. Mais bon. Bah, vous allez me manquer. Oui, je sais que j'avais été élu.
Merci beaucoup. Bon courage. À tout à l'heure. La Fondation de la maladie. Merci beaucoup de votre présence. Vous avez un très beau masque. Vous avez joli. Ah bon, très beau masque. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce périple, puisque vous nous avez même guidés pour arriver jusqu'ici. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. D'où êtes-vous? D'Anthony. Anthony, pareil. Anthony. Le département, c'est pas grave. Voilà, vous avez fait le. Vous l'avez fait le SNU en 2008. Hier, les 12 jours. Ouais. On était avec la garde républicaine et aujourd'hui, on s'est déplacé. C'était les travaux d'intérêt. Les missions d'intérêt général. Les missions d'intérêt général. Exact. Et alors, ça, c'était. C'était super. Très bien. Ouais, vous êtes content? Oui, vous avez appris des choses? Oui. Exact. Bon, c'est formidable. Elle va prêt pour la phase 3. Vous êtes prêt pour la phase 3? Merveilleux. Bah, écoutez, bravo, félicitations. Et bon retour, Anthony. Bonjour. Bonjour, madame. Bon, et vous êtes d'où? Médan. Oui. Et ouais, Boulogne-Billancourt. D'accord. Très bien, tu vois, c'est votre scène. Vous avez fait quand? Vous avez fait quand votre service? Il a parlé dans la gendarmerie, on a fini hier. Non. Je suis au Mont-Valérien. Très bien. Ça vous a satisfait? Ah oui, beaucoup. Vous avez fait ça pendant vos vacances en définitive? Tout à fait. Bah écoutez, bravo. Voilà. C'était des vacances instructives, on va dire. Et utiles. Et utiles. Merci beaucoup. Et félicitations. Merci madame. Et bon retour à vous. Bonjour. D'où êtes-vous? Ici les Moulines. Ici, D'où êtes-vous? Paris. Très bien. Non, mais une seule. Bon, et vous avez fait votre service national universel quand? On a réalisé les missions d'intérêt général au sein de la gendarmerie pendant 2 semaines. Là, vous aussi, pendant ces vacances? Oui, et les vacances précédentes. Très bien, vous aussi? Et vous aussi? Dans la gendarmerie aussi? Bon, et vous avez trouvé ça Très intéressant. intéressant? Oui. Voilà, on a peut-être des futurs gendarmes là. Eh ben, il en faut. Parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà. Bon, mais bravo en tout cas. Je vous souhaite une bonne rentrée. Et bravo d'avoir passé un peu de temps de vacances pour ce service, pour cet engagement. Merci. Félicitations.